Bonjour et bienvenue sur Mentara TV. Mon invité est aujourd'hui n'est autre que Guillaume Sarkozy, fondateur de GSNB Conseil et coprésident du Cercle Humania. Il a été vice-président du MEDEF et président de l'Union des industries textiles, directeur général du groupe Malakoff Médéric et président directeur général de PME industrielle. Enfin, il est le frère aîné de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Nous allons discuter avec lui d'un certain nombre de sujets d'importance majeure pour les Français dont il est expert. Le système de protection sociale, l'investissement dans les entreprises, en particulier les start-up à forte composante technologique, la gestion des ressources humaines et la réforme des retraites. Monsieur Guillaume Sarkozy, bonjour. Bonjour. Merci de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions. Vous êtes le fondateur de GSNP Conseil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi GSNP Conseil? Eh bien, GSNP Conseil, c'est ma société avec laquelle je fais un peu de conseil auprès d'entreprises ou de fonds d'investissement. Mais surtout, c'est une holding d'investissement dans les startups. Avec mes enfants, nous sommes 4 et nous investissons dans des startups en France. Les startups en France, bon, très bien. Alors, est-ce que vous avez des secteurs privilégiés, par exemple? Oui, parce que j'essaye de profiter de mon réseau et des petites compétences que j'ai. Donc, je connais un peu l'assurance. Donc, j'investis dans des InsurTech. Je dirige des entreprises depuis 45 ans. Donc, je connais un peu le RH. Et donc, j'ai investi aussi dans des HR Tech. Plus quelques coups de cœur. Aujourd'hui, j'ai environ 32 ou 33 investissements. J'ai 2 grands succès. Lesquels, par exemple? Alors, j'ai la chance... On adore les grands succès. Très bien, moi aussi. J'ai la chance d'être chez Alan. Alan, c'est un assureur digital. C'est aujourd'hui le meilleur assureur français dans le domaine de la santé. Et dans le domaine du RH, je suis également chez NeoBrain, qui est une start-up aujourd'hui qui a 120 personnes et qui surperforme dans le domaine du RH, talent et compétences. Vous investissez comment dans ces entreprises via des fonds d'investissement? Non, c'est l'argent familial de ma société holding. Donc, je suis ce qu'on appelle un business angel. C'est ça, donc business angel. Je ne mets pas de très grosses sommes, mais j'investis un ticket raisonnable à chaque fois. Et à chaque fois que j'investis, j'essaye de jouer un rôle dans l'entreprise comme administrateur ou strategic advisor ou senior advisor, de manière à aider l'entreprise à se développer. J'aime arriver ce qu'on appelle en pré-seed, c'est-à-dire au moment où le projet commence à prendre forme, mais souvent il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc c'est très risqué, mais moi c'est ce que j'aime, parce que je peux comme ça influer sur la stratégie. On aimerait savoir quels sont vos critères de sélection. Alors, le critère de la sélection, c'est est-ce que je crois au projet? Bien sûr. Surtout, est-ce que je pense que le projet va pouvoir scaler, va pouvoir se développer très fort? Ça, c'est vraiment de la foi, c'est de la croyance. Oui. Hein, c'est de la confiance que je me donne moi-même. Et puis, autre critère très important, est-ce que l'équipe de direction, il faut au moins 2 dirigeants. Il faut au moins 2 fondateurs. Oui. Un seul, non. Un seul, c'est compliqué. Ça m'est arrivé d'avoir un succès avec un seul. Mais c'est mieux d'avoir 2. Et est-ce que ces fondateurs sont suffisamment anormaux pour faire une entreprise anormale? Je veux dire par là, est-ce qu'ils sortent de l'ordinaire? Parce que quelqu'un de normal, vous comprenez, je fais un peu de provocation en disant ça, mais quelqu'un de normal va au mieux faire une entreprise normale. Moi, je cherche des start-up, c'est-à-dire des entreprises dont la valeur va augmenter de manière importante dans les années qui viennent. Ou alors, ma valeur va être 0. C'est aussi possible, malheureusement. Mais comment vous pouvez savoir si vous avez affaire à un entrepreneur, entre guillemets, anormal? Eh bien, je parle avec lui. Alors, je me dis, est-ce qu'il est particulièrement... J'allais dire intelligent, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens intelligents. Bien sûr. Est-ce qu'il a de l'intuition? Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il est suffisamment souple pour s'adapter au marché et aux recommandations qui lui sont faites par les clients, les actionnaires ou éventuellement par moi? Voilà. Est-ce qu'il a vraiment l'intuition qui lui permet de
de sentir le marché et sentir les évolutions, c'est très informel et c'est très risqué, évidemment. C'est pour ça que les sommes que je mets sont raisonnables, quelques dizaines de milliers d'euros, pas de grand nombre de dizaines, et que j'ai investi dans 32 ou 33 startups. Déjà, 32 startups. De manière à répartir le risque. Alors donc, vous parliez tout à l'heure des secteurs en ressources humaines. Est-ce que vous misez sur d'autres secteurs? Alors, j'ai l'assurance, le RH et quelques coups de cœur. Je travaille aussi dans le domaine de la santé, parce que lorsque je dirigeais le groupe Malakoff-Médéric, c'est ça, on va y revenir. Je m'occupais beaucoup de questions de santé ou des projets dont l'équipe me semble particulièrement intéressante. Je suis en train, là actuellement, j'élargis un petit peu mon scope lorsque je rencontre des personnes qui me semblent vraiment dignes d'intérêt. Pour l'instant, vous investissez uniquement dans des entreprises tricolores? Alors, moi, je ne sais pas trouver les startups. C'est elles qui viennent me trouver. Donc, je pourrais investir dans d'autres, mais pour l'instant, c'est essentiellement des startups françaises qui viennent me trouver, mais je pourrais très bien aller dans d'autres pays, bien sûr. Alors, comment on vous contacte alors? Eh bien, sur Internet, guillaumesarkozy.com ou gsnb.conseil.fr. Voilà, on me trouve sur LinkedIn. Je suis facile à trouver. Et vous êtes réactif pour répondre aux demandes? J'essaye d'être réactif et j'essaye de répondre au maximum de personnes. Quand on me fait l'honneur de me contacter, j'essaye de répondre pour dire oui, pour dire non. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai dû rencontrer 200 ou 250 projets. Donc, et seuls 32 ont retenu votre attention, c'est ça? Il faut savoir dire non. Exactement. Il faut savoir dire non. C'est le plus difficile de dire non, vous savez. C'est facile de dire « Ah, mais votre projet est formidable, j'investis chez vous ». C'est beaucoup plus difficile de dire non, bien sûr. Alors, Monsieur Sarkozy, vous êtes aussi le coprésident du Cercle Humania. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce cercle? Oui, le Cercle Humania est un cercle de DRH. Il y a 700 DRH d'entreprises, en général de plus de 5000 personnes, qui se réunissent pour des dîners qui sont sponsorisés. Nous en avons eu un hier soir. Et dans ces dîners, on se retrouve entre nous. Donc les DRH aiment se retrouver plusieurs fois dans l'année. Nous avons un intervenant. Hier soir, nous avions un moine bénédictin, le frère Hugues Minguet, qui nous a parlé de l'éthique, car il a écrit un livre qui s'appelle « L'éthique ou le chaos », et ça a passionné les 150 personnes qui étaient là hier soir. L'éthique est très importante pour les entreprises, et c'est un combat qu'il faut mener pour augmenter l'éthique au sein des entreprises et augmenter la bonne gouvernance des entreprises et les bonnes relations dans l'entreprise. Justement, en parlant d'éthique, quels sont actuellement les grands enjeux en RH? Le RH va vivre une transformation exceptionnelle, puisqu'aujourd'hui, il est devenu extrêmement difficile de recruter, notamment les cadres. Tous secteurs confondus. Tous secteurs confondus. Pour quelles raisons alors? Aujourd'hui, les cadres, en France, je connais mal le marché international, mais je connais mieux le marché français. En France, nous sommes quasiment dans le plein emploi pour les cadres. Il y a 4% de chômage de cadres. Le chômage en France, c'est du chômage de personnes moins qualifiées. Les personnes qualifiées ne sont plus aujourd'hui au chômage. C'est difficile de les recruter. Les personnes, parfois, ont du mal à s'engager. Il y a un absentéisme plus important. Ils peuvent arriver à démissionner rapidement. D'après ce que me disait un de mes membres hier soir, les jeunes peuvent démissionner très souvent avant 2 ans de Avant 2 ans. Avant 2 ans. Oh là là. Et on me parlait de chiffres de 45% des jeunes qui, dans les 10 dernières années, ont démissionné avant 2 ans. C'est donc quelque chose d'important d'arriver à les mobiliser. Il faut donc modifier le fonctionnement de l'entreprise pour donner plus d'intérêt, plus de responsabilité aux personnes. On parle de ça depuis belle lurette. Pourquoi, depuis tant d'années qu'on en parle, les questions restent à peu près les mêmes? C'est une très bonne question. Mais aujourd'hui,
Comme je vous l'ai dit, nous sommes quasiment au plein emploi, donc les entreprises n'ont plus le choix. Il y a ça aussi. Il faut individualiser la relation. L'entreprise sait gérer le collectif. Elle ne sait pas gérer l'individu. Lorsque vous avez une entreprise de 10 000 personnes, comment vous faites avec un fichier Excel pour gérer l'individu? Chaque personne, vous ne pouvez pas. Heureusement, il y a des technologies nouvelles qui maintenant permettent de le faire. Donc, moi, mon credo, c'est que nous allons vers une forme de révolution de fonctionnement dans l'entreprise. Et d'ailleurs, j'organise au mois de juin un colloque sur ce sujet. Donc, le thème, c'est, vous pouvez l'annoncer maintenant. Hein. Le thème, c'est l'engagement et le rôle de l'IA dans l'entreprise, car ce sont les deux inquiétudes des chefs d'entreprise. Comment améliorer l'engagement et quelles vont être les conséquences de l'IA dans l'entreprise? Tout le monde est inquiet. Parce qu'on ne sait pas quels sont les métiers qui vont être modifiés, qui vont être impactés. Moi, j'ai beaucoup de confiance, parce que je pense que nous sommes tous capables de nous adapter au bout d'un certain temps. Mais on pourra s'adapter si on fait l'effort de se former, l'effort de travailler plus, car la France, de mon point de vue, ne travaille pas assez. La richesse de la France s'appauvrit actuellement, et c'est un vrai problème. Eh bien, vous me faites penser à l'économiste français qui s'appelle Jean-Marc Daniel. Il a dit la même chose. Bien sûr. Il a dit « Je trouve que les Français ne travaillent pas assez ». On va y revenir lorsqu'on parlera de la question liée à la réforme des retraites. Eh bien, vous disiez tout à l'heure qu'en juin prochain, vous organisez donc un événement autour de la problématique que vous venez d'annoncer. Eh bien, on aimerait savoir quels ont été les sujets que vous avez déjà abordés lors de vos différents événements, les sujets les plus importants. C'est la transformation de l'entreprise. Comment doit-elle se transformer? Les entreprises avec 10 étages hiérarchiques dans lesquels les personnes font un reporting constant et font plus de reporting que de s'occuper du métier, ceci ne va plus pouvoir continuer très longtemps parce que ce n'est pas intéressant de faire ça. Et les gens ont besoin d'avoir plus de responsabilités. Il faut donc que l'entreprise ait moins d'étages hiérarchiques, donne des responsabilités plus transverses pour que chacun trouve sa place et modifie ainsi son fonctionnement. Voilà une des pistes. L'autre piste, je vous l'ai dit, c'est individualiser la relation et harmoniser la relation collective avec la relation individuelle dans l'entreprise. Alors, vous avez été délégué général de Malakoff Médéric. Dans un rapport publié en 2018, vous préconisiez d'engager la révolution du régime de sécurité sociale pour en améliorer le fonctionnement. Est-ce qu'on peut savoir, de manière succincte, en quoi consistait votre proposition que vous avez soumise dans ce rapport ? C'est un petit peu la même chose que la révolution que l'on trouve dans les grandes entreprises, dans l'assurance et la banque. Vous savez que l'UX, c'est-à-dire la relation avec le client, est un des enjeux majeurs de l'appropriation par les clients du système d'information et des sites Internet. Derrière, il y a toute l'informatique traditionnelle qui est ancienne et avec des technologies anciennes et qu'il faut rénover pour que l'accès soit plus facile, même pas plus facile. Il faut que l'accès à l'information soit facile, que les personnes puissent facilement changer leur situation. Lorsque je suis arrivé, par exemple, à la direction générale du groupe Médéric, si on avait 5 produits d'assurance dans le groupe et qu'on déménageait, il fallait il fallait indiquer 5 fois son changement d'adresse. On a bien sûr travaillé pour que ce soit maintenant qu'une fois, mais tout ceci n'est plus raisonnable. Il y a des silos dans tous les sens. Il faut se mettre à la disposition du client. Le client, c'est en l'occurrence le citoyen, pour qu'il puisse facilement comprendre les droits qu'il peut avoir et les faire valoir. En fait, à l'époque, vous espériez que votre proposition pourra provoquer une prise de conscience des pouvoirs publics. Est-ce que ça a été suivi d'effet? Vous savez, faire un rapport, c'est facile. On est une quinzaine de personnes dans une pièce, on travaille beaucoup, c'est beaucoup de travail. J'imagine, parce qu'il faut écrire des dizaines de pages. Faire changer la réalité, c'est beaucoup plus difficile. Il faut du temps. Il faut donc piquer la sensibilité de chacun
pour que les programmes se mettent en œuvre. Et comme vous le savez, l'État n'est pas en général l'entité la plus souple et la plus flexible. L'État met toujours du temps parce qu'il est très volumineux, très important, il a beaucoup de procédures. Il met trop de temps à se réformer. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, que les systèmes d'information progressent, mais ne sont pas encore si faciles. Tout à l'heure, je vous parlais d'une compagnie d'assurance qui s'appelle Alan, dans laquelle j'ai investi, qui est devenu le meilleur assureur en santé. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, vous voulez vous faire rembourser, vous n'avez plus un seul papier avec Alan. Plus besoin de papier. Plus un seul papier. Plus un seul papier. C'est-à-dire, le médecin vous donne peut-être un papier, mais Alan, vous faites une photo et Alan gère tout à fait tout le reste, vous rembourse en quelques minutes le plus souvent. En quelques minutes. En quelques minutes le plus souvent, répond à vos questions en quelques dizaines de minutes et encore souvent en beaucoup moins qu'une heure. C'est devenu le meilleur assureur pour ça. Et les compagnies d'assurance ont du mal souvent à avoir cette réactivité. Parce que lorsque vous avez des centaines de milliers de clients qui essayent de vous joindre au téléphone, il faut mettre des centaines de personnes derrière pour leur répondre. Et si vous avez un taux de décroché de téléphone qui est exceptionnel, 95%, ça vous laisse quand même souvent 5000 personnes qui ne sont pas contentes, tous les jours. Donc vous voyez bien que c'est les technologies qui vont aider à faciliter la relation entre ces grands corps sociaux et le consommateur. En fait, vous parlez beaucoup de la transformation numérique qui aide justement à améliorer les rapports entre les assurés et les assureurs. Oui. Mais tout ça, ça reste, bon, c'est très important, mais il me semble que c'est plus sur la forme que vous menez votre réforme. Est-ce que vous avez pu mener des réflexions approfondies sur le fond, par exemple? Alors, sur le fond, le digital permet la transversalité. Le digital permet une modification très rapide des systèmes d'information. Donc ça, c'est aussi la révolution qui est là. Lorsque vous avez une compagnie d'assurance qui a un système informatique traditionnel qui est écrit en COBOL, cela va prendre un temps très important et beaucoup d'argent pour modifier une petite chose. Quand vous êtes dans les nouvelles technologies et dans le nuage notamment, et notamment quand vous êtes en mode SaaS, cela va extrêmement vite. Donc chacun trouve les applications dans ce sens-là. Par exemple, dans l'entreprise NeoBrain, dans laquelle j'ai investi, qui fait du RH, on arrive à gérer les compétences de chacune des personnes, à leur proposer des formations individualisées pour leur construire un parcours de carrière. Ce qui était extrêmement difficile à faire auparavant, parce qu'on n'avait pas d'informations. Aujourd'hui, on a les informations, on peut avoir les informations sur les personnes, sur leur envie. Là, vous touchez, un sujet très sensible. Vous dites, il faut avoir des informations sur les personnes pour pouvoir leur proposer des formations individualisées. Donc, la question se pose de collecter ces informations. Oui. Voilà. Alors, collecter des informations sans pour autant, on va dire, enfreindre la liberté individuelle, n'est-ce pas? Et comment faites-vous alors? C'est très simple. Les personnes qui veulent profiter de ce système ils donnent les informations. Leurs informations. Ah oui, et d'accord. Nous sommes bien sûr... Et ce n'est pas sur la base des informations existantes, en fait. Non. À la demande. À la demande. Ah, voilà. Ils nous donnent, par exemple, leur curriculum vitae. Je comprends. Ils nous donnent leurs envies. J'ai envie de faire telle chose. Et donc, OK, vous avez ces compétences-là. Vos compétences représentent 70% des compétences du job que vous pourriez tenir chez nous demain. Eh bien, on va vous proposer une formation pour les 30% restants. Et ça, on peut le faire pour chacune des personnes. C'est-à-dire, on donne son curriculum vitae et après, on fait quand même une demande. Parce que sur la base du seul curriculum vitae, peut-être que vous ne pouvez pas avoir une vision plus affinée du profil, non? Si, parce que derrière, nous avons une intelligence artificielle. Tous les soirs, nous moulinons, si j'ose dire, nous travaillons sur 50 millions d'offres d'emploi qui viennent d'une cinquantaine de pays.
Donc nous savons très bien quelles sont les compétences attendues par le marché dans toute entreprise de toute taille, dans toutes les fonctions. Nous savons lire les curriculum vitae sous toutes leurs formes. Et bien donc, on sait faire le lien et indiquer aux personnes, aux salariés, voilà quelles sont les compétences. Les gens, ça, c'est intéressant. Les gens savent dire ce qu'ils font, ils ne savent pas dire leurs compétences. Or, je m'en suis aperçu aussi. Et vous le savez. Ou ils ne veulent pas savoir ce qu'ils ne savent pas faire. Ils refusent de l'admettre. Mais dans une entreprise, 50% des jobs seront modifiés ou n'existeront plus dans les 5 ans qui viennent. Donc, évidemment. Si on reste sur « voilà ce que je sais faire », ça ne marche pas. Si on est sur « voilà quelles sont mes compétences », voilà quelle est mon envie. C'est ça, c'est plus important pour moi. C'est plus important, vous avez tout compris. Ouais. Alors, on peut facilement rentrer dans un parcours qui va nous amener, vous amener au nouveau poste que vous pouvez tenir. Donc, en résumé, la collecte des données s'effectue sur la base du volontariat. Absolument. Voilà, donc ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Alors, dans les années 2000, ou plutôt à la fin des années 1990, vous étiez le président de la commission de la protection sociale du MEDEF. Vous avez dû mener de nombreuses négociations et avec les syndicats et avec le gouvernement, en particulier sur la réforme des retraites en 1999 et en 2003. Quels ont été les enjeux, en fait, de l'époque pour le MEDEF, alors ? Les enjeux sont étaient les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Ça n'a pas changé. À chaque fois, c'est la même chose. Notre système de retraite est-il viable? Le retraite par répartition peut-il assurer la retraite à venir, et notamment celle de nos enfants? Est-ce que nous travaillons suffisamment? Il y avait une erreur considérable qui a été faite par le président Mitterrand lorsqu'en 1981, il a baissé l'âge de la retraite à 60 ans et ça a contribué à déséquilibrer totalement le système. C'est intéressant ce que vous venez de dire parce que moi j'ai appris en regardant une vidéo que l'ancien président François Mitterrand, il avait, je crois que c'était dans les années, je ne me souviens plus, 60 ou 70, il avait proposé d'augmenter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Comme sa proposition s'est heurtée à un refus, eh ben, il a donné sa démission. Et je me trompe alors? Oui, je ne pense pas que ce soit tout à fait ça. Ah bon? Lorsqu'il a été élu en 1981, oui. un peu avant l'élection, il y a eu un débat très intéressant entre le président sortant Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Notamment, il y a eu ce débat sur l'âge de la retraite. À l'époque, la retraite des Français était à 65 ans. À l'époque? En 1980, au début 81, la retraite était 65 ans en France. Absolument. Et dans ce débat, François Mitterrand disait on peut baisser l'âge de la retraite à 60 ans. Giscard lui a répondu c'est pas vrai. Mitterrand lui a dit mensonge, mensonge. Mais qui mentait? C'était lui. Parce qu'on a vu très vite que c'était pas tenable. D'ailleurs, le Premier ministre de François Mitterrand, Michel Rocard, 2-3 ans après, a écrit un rapport dans lequel il disait qu'il fallait augmenter l'âge de la retraite. Bref, tout ça c'est ancien. Aujourd'hui, il faut absolument adapter l'âge de la retraite. Ça se fait par petits bouts. Vous avez raison, moi j'ai participé en 1999 et 2003 à des réformes. Ça continue. Vous avez vu la dernière, à 64 ans. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra aller plus loin, comme le font d'ailleurs la plupart des pays européens. Bien sûr, en faisant attention aux personnes qui sont usées par la vie, aux personnes qui sont fatiguées. Tout le monde ne pourra pas aller plus loin. Eh bien, il faut s'occuper de ceux qui ne peuvent pas, évidemment. En fait, quand vous parlez de la question des retraites, on sait de quoi vous parlez, puisque vous êtes un spécialiste des retraites complémentaires à GIRC-ARCO. Alors, parlons maintenant de ce sujet d'actualité, puisque au cours des 2 trimestres précédents, il y a eu beaucoup de manifestations contre la réforme des retraites menée par le gouvernement actuel. Alors, je vais vous poser un certain nombre de questions parce que ce sont des questions que beaucoup de Français se posent et qu'on voit aussi dans les médias français. Par exemple, on sait que sur les 27 pays de l'Union européenne,
23 ont opté pour la retraite à 64 ans. Et dont 19 ont haussé le seuil à 65 ans. Et pourquoi, dans ce cas-là, le Français n'adhère pas du tout à la retraite proposée, au système de retraite, au nouveau système de retraite proposé par le gouvernement actuel? Pourquoi il n'y adhère pas? Pourquoi ça a, on va dire, provoqué un tollé général à travers toute la France? Comment vous expliquez cela? Vous savez, la France bouge beaucoup par la révolution ou par la manifestation. C'est dans le caractère français. Le français est un peuple politique. En plus, pendant des années, dans les années 80, 90, nous avons fait collectivement des erreurs économiques majeures en pensant qu'il fallait faire partir les personnes dans les entreprises le plus tôt possible. À une époque, on donnait même de l'argent aux entreprises pour que les personnes partent à 55 ans et parfois à 50 ans. On a même fait cette erreur dramatique de diminuer le temps de travail, soi-disant, pour augmenter le nombre de postes. On s'est rendu compte que c'était une absurdité et que lorsqu'on diminue le temps de travail, on ne fait qu'augmenter les coûts, faire baisser la productivité, et en fait, ça diminue le travail. Aujourd'hui, le président Macron l'a bien compris, et aujourd'hui, le pays a pris une direction inverse, et c'est aussi pour ça que l'emploi s'est amélioré en France, largement, depuis quelques années, et va continuer. Alors, tout le monde connaît Thomas Piketty. Lui, il pense que cette réforme est injuste pour deux raisons. D'une part, cette réforme oblige les personnes au bas salaire à travailler davantage. Et d'autre part, elle ne prend pas en compte les inégalités en matière d'espérance de vie. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, moi, ce que je réponds, c'est que la première des injustices serait que dans le système par répartition, nos enfants aient une retraite très faible ou n'aient pas de retraite. Ça, c'est un scandale. Cela serait un scandale. Il faut donc absolument travailler pour eux. C'est la première des injustices. Puisque, comme vous le savez, dans le système par répartition, les retraites sont payées par les gens qui travaillent. Bien sûr. Voilà. En plus, il y a un problème lié à la démographie. Hein. Oui. Donc, oui. C'est bien la preuve qu'il faut augmenter la capacité et le volume de travail. Je vous ai dit tout à l'heure que les gens qui sont abîmés par la vie, les gens qui ont des difficultés, on ne va pas les faire travailler, les obliger à travailler s'ils n'en ont pas la capacité. Évidemment, mais donc, ce n'est pas une question de revenus, ce n'est pas une question de classe sociale, c'est une question de capacité selon les métiers. Moi, je vais avoir 60... Donc c'est un problème plutôt que l'État va gérer, puisque l'État est là pour réguler. L'État est là pour réguler, c'est ce qu'il fait, et donc il y a des conditions qui sont mises pour les personnes qui ne peuvent pas, afin qu'elles puissent prendre leur retraite avant l'âge prévu. Donc ça, c'est tout à fait normal, et il faut travailler là-dessus. Moi, j'ai 73 ans, je continue à travailler, et je peux très bien travailler encore longtemps. Voilà, je n'ai pas besoin de dire que j'arrête de travailler parce que le travail est noble. Le travail et la santé, comme on dit. Absolument. Contrairement à ce que disent un certain nombre de personnes sur le droit à la paresse, c'est inadmissible d'entendre des choses pareilles. C'est de la haute trahison pour moi d'entendre des choses pareilles. Le travail libère, au contraire. D'ailleurs, au Japon, les personnes travaillent jusqu'à, c'est peut-être excessif, 90 ans. C'est peut-être beaucoup, parce qu'à 90 ans, souvent, les personnes ont du mal. Oui, donc il faut trouver le bon système. Mais la France, comme vous le savez, est le pays dans lequel, quasiment le pays dans le monde qui paye le plus de taxes et d'impôts, tellement son système est généreux. Donc on ne peut pas aller plus loin dans la concurrence mondiale, c'est aussi simple que ça. Donc la deuxième raison pour laquelle Thomas Piketty pense que cette réforme est injuste, c'est parce que, toujours selon lui, elle ne prend pas en compte les inégalités en matière d'espérance de vie, c'est-à-dire l'espérance de vie est faible pour l'ouvrier et très élevée pour les cadres. Ça veut dire que les ouvriers et les employés vont profiter moins de la retraite. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il y a une réponse assez intéressante que l'on peut faire. Comme vous le savez, l'espérance de vie des femmes est supérieure de l'ordre de 6 ou 7 ans à celle des hommes. Donc, si on suit le raisonnement de M. Piketty, faisons travailler les femmes 6 à 7 ans de plus que les hommes. Ce serait de la justice.
c'est pas moi qui le dis, c'est la conséquence de ce que dit M. Piketty. Je ne partage absolument pas ces idées. Alors, Jean-Marc Daniel pense que cette réforme ne va pas assez loin. Pourquoi? Parce qu'il pense que la France ne travaille pas assez. Lui, il m'a dit lors d'une interview, j'aurais tout de suite porté l'âge de départ à la retraite à 67 ans, car le véritable enjeu est le fait que les Français ne travaillent pas assez. Alors, un petit commentaire de votre part? Vous savez, le PIB français par habitant a baissé considérablement depuis 20 ans. Nous sommes aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, à la 25e place mondiale, alors que nous étions à la 5e. En termes de PIB par habitant. Par habitant. Oui. Donc ça veut dire ça tout simplement que le pays est en train de s'appauvrir parce qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent. Il faut donc travailler un peu plus sur la vie, mais aussi qu'il y ait plus de gens qui travaillent. Car c'est pour ça que nous nous appauvrissons. Et je partage totalement les idées de Jean-Marc Daniel. Alors, dernière question. Là aussi, c'est une question que se posent souvent des personnes qui sont contre cette réforme des retraites. Ces personnes-là pensent que cette réforme n'est pas une priorité absolue. Pourquoi? Parce que les comptes du régime des retraites sont pour l'heure excédentaires. Alors, qu'en pensez-vous? Ce n'est pas vrai. Ah. Non, ce n'est pas vrai. Il y a une ambiguïté. Je n'ai pas les chiffres, malheureusement. J'ai essayé de trouver les chiffres. Bon, j'ai lu dans 2 ou 3 articles que, effectivement, les comptes du régime des retraites sont pour le moment excédentaires, mais j'ai jamais vu de chiffres. C'est pas chiffré. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien ce que vous voulez dire, et ceci n'est pas exact. C'est une question de présentation. Notamment, c'est les retraites, notamment de la fonction publique, qui sont subventionnées de l'ordre de 30 milliards d'euros, si je ne me dis pas de bêtises, par l'État tous les ans. Si on dit c'est normal que l'État paye ces 30 milliards, effectivement, on n'est pas très loin de l'équilibre. Mais ces 30 milliards qui sont des surcotisations pour équilibrer le système, en fait, c'est un déficit. Donc si on regarde réellement, économiquement les choses, et non pas simplement la comptabilité de ménagère, alors on voit que le système est en déséquilibre. Et d'ailleurs, nous sommes le pays dans lequel le montant total les sommes d'argent consacrées à la retraite est le plus élevé, alors qu'il y a des besoins considérables à fournir par ailleurs, notamment dans le domaine de la dépendance, dans le domaine des services aux personnes et aux seniors. Donc on ne peut pas continuer à faire partir des gens trop tôt ou tôt et à ne pas donner les services de sécurité sociale à des personnes qui en ont véritablement besoin. Donc, pour vous porter l'âge de départ à la retraite à 64, voire à 65 ans, comme dans les années 1980, c'est justifié. Oui, pour moi, alors maintenant, un pays ne peut fonctionner qu'il y ait un minimum de consensus social. C'est pour ça qu'il faut, qu'il a été décidé, en fait, de faire régulièrement des réformes, car si tout d'un coup vous disiez la retraite est 60 ans, on la met à 67, il y aurait une explosion. Ce n'est pas la peine. À ce moment-là, on n'arriverait pas au résultat. Donc c'est la méthode des petits pas. Il faut continuer à faire des petits pas, car l'espérance de vie a considérablement augmenté. Ouais. Et bien donc il faut bien financer les retraites comme ça.